Si vous avez bien écouté les parties précédentes, vous allez suivre assez facilement, j'espère, cette dernière partie qui s'efforce d'analyser tout ce qu'on a vu précédemment. Avant de juger le fascisme et de le classer irrémédiablement parmi les errements malheureux de l'histoire politique du XXe siècle, il convient de ne pas se méprendre. Mussolini, en 1922, a réalisé un consensus national. Un consensus national. C'est-à-dire, par consensus national, je veux dire qu'il a réussi quelque chose qui est rare et qui est précieux en politique, la mobilisation solide et quasi complète de tous les citoyens d'un pays derrière un homme. On peut cracher sur sa mémoire, mais on ne peut pas faire comme si ce consensus n'a jamais eu lieu. Les Italiens l'ont admiré, ils l'ont aimé, ils l'ont salué, ils lui ont accordé, temporairement, leur confiance. Et donc on se doit de se poser la question, comment a-t-il fait pour bâtir un consensus aussi excellent? Il a utilisé la propagande. Mais beaucoup de régimes ont utilisé la propagande. Ça suffit pas. C'est vrai que Mussolini avait une propagande très agressive, mais elle existait encore en 1939 et pourtant à cette date il avait perdu son consensus. La propagande doit être accompagnée d'une certaine satisfaction populaire, hein, c'est obligé. Il a rendu les gens plus heureux. Par exemple, bon, pour le formuler différemment, il a apporté des solutions à des problèmes bien antérieurs à lui, des problèmes typiquement italiens. Alors quels sont ces problèmes que Mussolini a résolus? Il y en a trois. Première chose capitale, en Italie, les masses ne sont pas intégrées à la monarchie italienne. C'est-à-dire, je comprends pas bien. C'est quelque chose qui nous paraît, à nous Français, plutôt aberrant. En France, sous l'Ancien Régime par exemple, les Français se sentaient sujets du roi de France. Et sous la Troisième République, les Français se sentaient citoyens de la République. Mais en Italie, il y a visiblement un fossé profond qui sépare le régime, la monarchie libérale, du peuple. Pourquoi cela? Parce que d'abord, la moitié sud du pays, le Mezzogiorno, voit le roi comme un occupant. Alors je rappelle que ce roi à l'origine c'est le prince de Piémont. Ce prince a unifié la péninsule. En fait, il a envahi les États pontificaux et le royaume des deux Siciles en 1860, au cours de ce qui est apparu à tous comme une invasion. Il a ensuite plaqué son administration piémontaise sur tous les territoires italiens conquis. Et de fait, le Mezzogiorno est très pauvre et complètement à la traîne par rapport au nord du pays. Deuxième chose, du point de vue du peuple, la monarchie est anticléricale et grevée par un personnel révolutionnaire et franc-maçon. Or, le peuple est à large majorité catholique, nous sommes en Italie, et donc ça n'aide pas à soutenir le régime. Troisième chose, la monarchie libérale s'est lancée dans une révolution industrielle qui a fait des malheureux chez les paysans, dont le niveau de vie ne cesse de diminuer, et chez les ouvriers qui se sentent exploités. L'Italie connaît un vrai décollage industriel au début du siècle, mais cela ne va pas sans douleur. Enfin, dernier point, le peuple n'est pas représenté dans les institutions, lesquelles tournent au suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, vous savez, ça veut dire que ce sont les plus riches qui votent. Ils s'acquittent d'un cens. Donc bref, la monarchie libérale est vue comme le régime des bourgeois par excellence. Des bourgeois intéressés à la révolution industrielle, pratiquant la corruption et les magouilles électorales. Et celui qui incarne le mieux ce régime bourgeois d'avant-guerre, c'est Giolitti, un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui était pourtant extrêmement célèbre au début du siècle en Italie. Mais du coup, ils font quoi s'ils ne sont pas contents? Ils se révoltent. Ils se révoltent souvent, mais leurs révoltes sont implacablement réprimées. Du coup, la plupart du temps, les Italiens préfèrent partir. Partir? Tu veux dire, il y a une émigration italienne importante? Et plus que ça, je veux dire que l'Italie est la plus énorme masse émigrante entre 1880 et la Grande Guerre. Mais ils vont où? Tu t'es jamais demandé pourquoi à Hollywood, plein de gens portent des noms italiens? De Niro, DiCaprio, Al Pacino, Coppola, Scorsese. On pourrait dire pareil du pape François, de Madonna, de Michel Platini en France, de Lionel Messi. Pourquoi on entend des noms italiens partout? Parce que les Italiens ne restaient pas en Italie. Leur pays, qui a été conquis à l'issue d'un mouvement révolutionnaire terriblement exaltant, eh bien, rendons-nous à l'évidence, ne leur donne pas satisfaction. Les Italiens s'en vont au début du siècle. Bon d'accord, mais quel rapport avec Mussolini? Mussolini a compris que l'Italie ayant juste adopté le suffrage universel en 1919, elle ne peut plus garder son régime, puisqu'il n'est soutenu par presque personne dans la population. Le régime doit opérer une mutation. Et lui, il lui propose cette mutation. Si le roi a choisi Mussolini, c'est parce qu'il se dit « ce garçon a peut-être bien des défauts,
Mais lui, il va réussir là où Giolitti a échoué. Lui, il va réussir à intégrer les masses, aussi bien les masses prolétaires que les masses paysannes. Il va les intégrer à moi, ma couronne, mon régime. Parce que ce garçon incarne mieux que personne la colère de la plèbe, et sans pour autant être un socialiste. D'une certaine manière, Victor Emmanuel III comprend qu'il va falloir passer par la dictature pour que lui puisse se réconcilier avec son peuple. C'est le moment ou jamais d'essayer quelque chose de nouveau, de repartir sur des bases plus saines, tout simplement. Et effectivement, l'avenir va montrer que Mussolini est quelqu'un qui apporte une action constructive pour la monarchie, qu'il opte pour le corporatisme, c'est-à-dire une doctrine qui donne une représentation au prolétariat, mais qui en même temps éloigne ce prolétariat de ses tendances révolutionnaires, et d'une certaine manière, par le corporatisme, il a réussi une forme d'intégration des masses. Le deuxième problème que résout le Duce, c'est la défaite. Les Italiens, après le Risorgimento, sont gonflés d'orgueil national. Ils désirent leur part dans le gâteau africain que les autres pays se sont partagés. Les lions français et anglais se sont servis copieusement, les chacals portugais et belges ont arraché ici un jarret, là une côtelette. Eh bien, si vous voulez, les Italiens, ce sont les corbeaux. Ils arrivent tout à la fin et ils arrachent ce qu'il reste de viande à vif. Mais on est d'accord que coloniser l'Afrique, c'est pas du tout une idée fasciste en soi. Absolument pas. J'entends certains se scandaliser des horreurs que les fascistes ont commis en Éthiopie, et je peux le comprendre. Mais attention, ils ont fait des horreurs, mais pas parce qu'ils sont fascistes. L'Italie a toujours eu des ambitions coloniales, bien avant les fascistes. Et les Italiens soutiennent cette invasion. Le peuple italien est d'accord avec l'invasion de l'Éthiopie. Ils ne demandent que ça. Ils avaient déjà essayé de conquérir l'Éthiopie en 1896, mais les troupes avaient été massacrées par les Éthiopiens à la bataille d'Adwa. Cette défaite cuisante, tous les Italiens s'en souviennent comme un très mauvais souvenir. Le gouvernement de Crispi, à l'époque, autre grand personnage de la monarchie italienne, a été renversé à cette occasion. Les Italiens se disent quoi? Notre pays n'est même pas capable de terrasser ces misérables tribus africaines? Ouais, tant que les Italiens n'ont pas arraché un bout de la carcasse africaine, ils se sentent nazes. C'est ça. Tant qu'ils n'ont pas vaincu les Éthiopiens, ils ont un complexe d'infériorité. Exactement, et ça c'était le cas avant ou après Mussolini. Ce qui change avec les fascistes, c'est que avant l'Italie perdait et que maintenant elle gagne. La monarchie libérale se faisait aplatir à Adwa et ne parvenait pas à contrôler la Libye qu'elle avait conquise. Tandis que Mussolini, il pacifie la Libye en 1931 et il conquiert l'Éthiopie en 1936. Et ça a été un massacre en vrai. Concrètement, les Italiens ont déversé du gaz moutarde sur des tribus épouvantées. Le corbeau n'est pas réputé pour son sens de l'honneur. Mais pourtant, oui, du point de vue des fascistes, on est ici au summum de l'héroïsme. Mussolini se sert de cette guerre pour exalter les vertus du héros fasciste. C'est un héros qui coupe des têtes et fusille des prêtres éthiopiens, peut-être, mais c'est aussi un héros viril, maître du désert, et volontiers administrateur. Ce héros, il s'incarne en particulier chez Rodolfo Graziani. Graziani, encore lui, le mec qui s'est couvert de ridicule pendant la guerre du désert, toujours. Avant d'être le piètre organisateur de l'invasion de l'Égypte, Graziani a été un implacable pacificateur en Afrique, puisqu'il a réduit à néant les rebelles en Cyrénaïque, il a abattu le cheikh Omar el-Mortar en 1931, et c'est encore lui qui massacre les habitants de la ville d'Addis Abeba, qui est juste la capitale de l'Éthiopie, en 1937, à tel point que pendant toute l'année, les Éthiopiens n'osaient plus se promener dans les rues de la ville. Après, ça n'empêche pas que l'Italie fasciste a aussi fourni de bons administrateurs en Italie, comme Italo Balbo, qui est à l'origine de la Via Balbia sur le littoral. Balbo a essayé de monter une administration plutôt respectable dans le pays, mais rendue possible, il est vrai, par l'élimination des tribus rebelles. Donc bref, tu es en train de me dire que Mussolini doit la reconnaissance de son peuple italien à la réparation de la défaite d'Adwa en 1896. C'est ça. Mais par contre, la colonisation de la Méditerranée, ça c'est une idée des fascistes, non? Non, ça c'est pareil. Les Italiens étaient déjà, avant Mussolini, avec cette intention de conquérir la Méditerranée. Ils ont conquis le Dodécanèse en 1911, et après la Première Guerre mondiale, ils avaient obtenu Trieste, l'Istrie, le port de Zara et les îles du Carnero. Et ils ont désiré s'emparer de Valonne. Cet empire méditerranéen, Victor Emmanuel n'a pas attendu Mussolini pour le désirer. Mais tous ces acquis n'avaient pas suffi aux yeux des Italiens qui ont souffert comme des chiens pendant 3 ans de boucherie et qui pensaient qu'ils auraient pu gagner plus. Ouais, d'où l'équipée de D'Annunzio,
au port de Fiume. D'où l'affaire de Fiume. Et finalement, cet empire méditerranéen, c'est bien Mussolini qui va le construire. Fiume a été prise par un coup d'État en 1922, l'Albanie a été envahie en 1939, et la Grèce en 40, et la Yougoslavie en 41, et autres brillants succès. Disons-le, Mussolini donne l'impression aux Italiens d'être un grand peuple. Ça a énormément compté pour construire le consensus national. Alors, la dernière chose qui explique le consensus construit par Mussolini, ce sont les accords du Latran, en 1929. J'avais entendu parler un peu de cet événement. En fait, si j'ai bien compris, c'était la création de l'État du Vatican, c'est ça, hein. Et ça, c'est un événement important. L'Italie a cédé un petit pouce de terrain, un palais, une église, des jardins, un peu de pelouse. Le pape se retrouve propriétaire d'une propriété de 40 hectares, c'est super, je suis très content pour lui, il va pouvoir faire pousser ses carottes en toute sérénité, mais est-ce que c'est vraiment important? C'est capital, absolument capital. Là, on parle du pape. Et donc, c'est quand même, à cette date, la personnalité italienne la plus respectée du monde. Ce pape, note bien, il est en conflit avec le roi. Mais pourquoi le pape et le roi ne s'aiment pas? Ils sont pas censés être potes, au contraire. Papauté, monarchie, ancien régime, évêque, tradition, tout ça, ça va ensemble, non? Pas vraiment. Rappelle-toi, le pape est à la fois investi d'une autorité spirituelle, c'est le chef de l'Église romaine quand même, mais aussi d'une autorité temporelle. Et ce, depuis ce qu'on appelle la donation de Pépin. Depuis la donation de Pépin, en fait, il règne sur un territoire qu'on appelle les États papaux pontificaux. Or, l'unification italienne de 1860, pilotée à l'époque par le célèbre ministre Cavour, s'est faite contre lui, et il a perdu tous ses États au terme d'une lutte qui a duré 10 ans. Il a donc condamné cette agression et interdit à tous les catholiques de participer au nouveau régime, de voter. Il leur interdit de voter et il leur interdit d'être élus. Donc le gouvernement est pratiquement totalement anticlérical, ou presque, à la fin du 19e. Et jamais la monarchie n'a réussi à faire flancher le pape sur ce sujet. Jamais, jusqu'à Mussolini. J'ai pigé. Et oui, en 1929, Mussolini parvient à convaincre le pape de renoncer au temporel, d'abandonner ses droits sur les États pontificaux. Le pape renonce au temporel. Et qu'obtient-il en échange? Une indemnité pour la perte des États. 750 millions de lire. Et surtout, une indépendance totale dans le choix des évêques. Désormais, le régime et le pape sont réconciliés en fait. Donc on récapitule. Giolitti n'arrivait pas à intégrer les masses, Mussolini les intègre. Crispi a été renversé suite à la défaite d'Adoua, Mussolini la venge. Cavour butait sur l'hostilité du pape, Mussolini le fait plier. En 3 coups, il vient juste de surclasser les 3 plus grands hommes d'État de la monarchie libérale. Ouais, non, c'est assez brillant, c'est quelqu'un qui avait un certain brio, mais rassure-moi, il y a un piège dans tout ça, je pense. Un piège? Oui, un piège. Un papier dans le potage, une couille dans le pâté, une testicule dans la mayonnaise. Appelle ça comme tu veux. Oui, d'accord. Bon, le piège, c'est que Mussolini va patiemment s'aborder toute cette belle œuvre. Il a remporté 3 succès, mais ces succès cachent en fait 3 malentendus qui vont bientôt réserver à l'Italie bien des surprises. Son empire colonial, il va le perdre sur un mauvais coup de dé en entrant dans une guerre qu'il était sûr de perdre. Ses accords avec le pape, ils ne sont que le prélude à un divorce définitif entre l'État fasciste et l'Église. Quant aux masses soi-disant réconciliées avec le régime, on est loin du compte, puisque les chemises noires, en 1943, s'acharnent avec une violence inouïe sur ces mêmes masses qu'il était censé avoir intégrées. Incendies, viols, pillages, exécutions publiques seront le lot des Italiens à partir de 1943-44. Bref, pour quelqu'un qui lit l'histoire de Mussolini, on a l'impression de tomber sur quelqu'un qui a tout cassé de ses succès politiques. Pourquoi tant de gâchis? À cause d'un petit détail. Mes amis, c'est le moment de vous poser une question cruciale. Le fascisme, c'est quoi exactement? Alors d'abord écoutons les fascistes eux-mêmes expliquer ce qu'est le fascisme à leur sens. Lorsque vous écouterez un fasciste parler, il va vous dire que il est un homme d'action. Il est mu par une force qui est spirituelle. Alors, notez bien,
spirituel, on n'est pas du tout sur du matérialisme comme chez les socialistes. Le fascisme, c'est l'esprit humain en tant qu'il reprend plein et entier contrôle de son destin. Bah, dit comme ça a l'air assez stylé. J'achète. Eh bien, c'est en tenant ce discours effectivement que le fascisme est devenu séduisant pour les foules italiennes. Ce discours de façade est tout à fait exact, hein. Le fascisme, c'est une philosophie de l'action, c'est tout à fait vrai, mais je crois que c'est quand même un petit peu plus que ça. Juste un petit peu plus, mais suffisamment pour détraquer un peu la machine. Le fascisme est un athéisme. Par athéisme, je ne veux pas parler de cet athéisme consensuel, si répandu aujourd'hui et qui nous fait regarder toute religion comme des sectes en plus grand. Je ne parle pas non plus du matérialisme scientiste que prônent les zététiciens. Non, il s'agit d'une forme plus noble d'athéisme, plus cohérente avec elle-même, puisque l'abolition de Dieu implique ici l'abolition de la morale, implique le dépassement du bien et du mal. C'est le philosophe Friedrich Nietzsche qui a engagé l'athéisme dans cette voie à partir de 1882. La pensée de Nietzsche s'est transmise au mouvement futuriste italien, lequel l'a ensuite transmis au fascisme via un penseur nommé Giovanni Gentile et lui a donné la coloration politique qu'elle ne recouvrait pas jusqu'alors. Pour Nietzsche, non seulement l'homme trouve sa noblesse dans l'action, mais surtout cette action s'affranchit des catégories morales. Pas de Dieu, pas de morale, pas de droit pour le faible, et donc seule est légitime la victoire du fort contre le faible. Mais la pensée de Nietzsche consiste bien à placer l'homme à la place de Dieu, à mettre en chacun sa propre cause et sa propre fin, et donc à légitimer la lutte de tous contre tous. Or, cet amoralisme ne peut avoir de postérité politique, puisque la politique est précisément l'art d'harmoniser la vie des hommes en société. Nietzsche ne cherche pas à faire société, et c'est pourquoi les lecteurs politiques de Nietzsche, pour conserver ses enseignements, vont appliquer sur lui une transformation. Cette lutte de tous contre tous doit se faire dans le champ de la géopolitique. L'homme est transcendé par l'État, pure création humaine, constituée par un ensemble organisé d'hommes ayant une unité d'action. Notez que les fascistes prétendent avoir une morale. Mais n'y voyez pas une morale véritable, elle est dépouillée de tout absolu. Cette morale ne fait qu'un avec l'obéissance à l'État. Dit autrement, c'est bien l'État qui remplace Dieu dans son rôle de critère de distinction du bien et du mal. Les hommes doivent épouser, en quelque sorte, le discours héroïque et viril de l'État et devenir des hommes nouveaux, selon l'expression du régime, ce qui veut dire de parfaits serviteurs obéissants et zélés de l'État fasciste. L'État est maintenant une entité humaine autonome qui fonctionne comme le surhomme dont parlait Nietzsche dans ses livres. Ce que je veux dire, c'est que la fonction de l'État fasciste est moins de protéger le bien commun, comme l'État classique, mais plutôt de combattre tout ce qui pourrait s'opposer à sa croissance naturelle, à sa volonté de puissance, pour reprendre le vocabulaire de Nietzsche. Lisons un extrait du discours de Mussolini datant de 1938. « Seule la guerre porte au maximum de tension toutes les énergies humaines et imprime le sceau de noblesse aux peuples qui s'affrontent. Le fascisme transporte cet esprit antipacifiste dans la vie même des individus. Ainsi, le fascisme veut être une guerre perpétuelle menée par les hommes contre d'autres hommes, afin que de la lutte jaillisse la gloire dans la survie au bénéfice des uns et la gloire dans la mort au bénéfice des autres. Voilà donc la théorie sur laquelle se construit le fascisme. Maintenant, que peut être son résultat pratique dans l'Italie de 1922 ? Eh bien, dans un premier temps, le fascisme va tendre à réorganiser l'État. Et c'est normal, puisqu'il envisage de lui donner ce statut d'entité absolue. Son action a donc été tout à fait bénéfique dans un premier temps, et c'est ce que les Italiens ont ressenti. Mussolini sauve l'État de sa dégradation en 1922 et restaure l'ordre voulu par tous. On a vu que par l'intégration des masses, par la victoire coloniale et par les accords du Latran, il a parachevé la construction d'un État italien que le Risorgimento n'avait pas su terminer. Mais ces trois succès vont conduire, il est vrai, à trois désillusions. La première désillusion, c'est que Mussolini, pour conserver le consensus dont il jouit, est forcé de faire quelque chose qui le dégoûte de lui-même. Le fascisme, pourtant amoral dans ses fondements, se voit forcé de collaborer avec quelque chose qui ne lui appartient pas et qui ne lui obéit pas. Cette chose, c'est l'Église catholique, qui est l'institution dont les fondements philosophiques sont les plus opposés à la pensée de Nietzsche,
puisqu'elle est l'autorité morale par excellence. Pour ceux qui connaissent la pensée de Nietzsche, l'Église y occupe la place de ces faibles qui, étant faibles, ont compensé leur faiblesse en inventant la religion. Et le pire, c'est que le fascisme ne peut pas combattre l'Église. Il n'a pas d'autre choix que de collaborer avec elle. D'abord parce que les catholiques pourraient bien être épisodiquement sensibles au discours fasciste, parce qu'ils forment la majeure partie du pays, et ensuite parce que l'Église, depuis 1870, s'est retirée dans un silence et une désapprobation qui font qu'elle ne se positionne pas en concurrent direct pour le pouvoir. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour une cohabitation du fascisme et de l'Église. Mussolini doit exiger d'elle une renonciation au temporel, ce qu'il obtient facilement en 1929. L'Église devient alors un concurrent indirect, c'est-à-dire non pas un concurrent pour le pouvoir, mais un concurrent pour l'emprise sur les mentalités italiennes. Le fascisme cherche à embrigader la jeunesse à travers les Balilia, c'est-à-dire une organisation de jeunesse fasciste qui donne aux adolescents une éducation spirituelle, culturelle et sportive. Les Balilia peuvent servir de tremplin pour accéder à la milice ou à des postes à responsabilité dans le régime. L'artisan de cet ascenseur de l'État, basé sur les jeunesses fascistes, c'est un homme qui s'appelle Acchi Starace et qui est un personnage extrêmement important dans l'histoire du fascisme. Or, les jeunesses fascistes d'Acchi Starace font concurrence au mouvement de l'Action catholique, soutenu par le pape, qui prétend également former la jeunesse. Et ils ne peuvent pas coexister. Leur coexistence est un calvaire, tant les deux mouvements se vouent entre eux une haine totale. Après, c'est le pape, il ne peut pas faire grand-chose, il n'a pas d'armée. Ben si, il y a bien un truc que le pape peut faire. Il peut, par le développement de l'Action catholique, priver Mussolini du monopole sur la jeunesse. Et c'est ce qu'il va faire. En empêchant Mussolini d'embrigader la jeunesse, le pape joue ici un des rares leviers politiques qui lui appartiennent encore depuis sa renonciation temporelle. C'est dans cette démarche, encore qu'en 1931, dans Non abbiamo bisogno, il condamne catégoriquement la statolatrie païenne du fascisme, seulement 2 ans après les accords du Latran. Désormais c'est officiel, catholicisme et fascisme sont antinomiques et sont perçus comme tels par tout le monde. Cela n'empêche pas des accommodements pour ne pas troubler la paix italienne. Aucun des deux n'ose attaquer directement l'autre, quoique le siège de l'Action catholique ait été gaiement pillé par les fascistes, mais il n'y a pas, semble-t-il, d'attaque provenant de l'État contre l'Église. Et de son côté, l'Église ne voudra jamais être le déclencheur d'une guerre civile dans le pays, et ne nie pas le beau travail de consolidation des institutions fait par le Duce. Cet équilibre, précaire mais qui aurait pu durer encore 20 ans, est incompréhensible pour les grands totalitaires du siècle. En Allemagne, Hitler ne manque pas de mépriser Mussolini, ce criard visiblement trop heureux. Comme il rétorquait lui-même, il n'y a que 3 grands hommes en Europe, Staline, Mussolini et moi. Mais Mussolini est le plus faible, parce qu'il n'est pas capable de briser le pouvoir ni de la couronne ni de l'Église. Dit autrement, tant que l'Église et la couronne seront là, Mussolini ne deviendra jamais un dirigeant totalitaire, quoiqu'il l'ait sans doute envisagé et secrètement désiré. Donc, la première désillusion du fascisme, c'est sa rencontre frontale avec le catholicisme romain. Plus précisément, son incapacité à empêcher la condamnation du fascisme par l'Église, survenue en 1931, et qui détourne de lui une immense partie de la jeunesse. Ainsi a-t-il perdu la première condition du consensus politique en Italie. Le peuple italien, on l'a vu, aimait Mussolini quand même, pour la victoire qu'il lui a donnée, notamment à Fiume et en Éthiopie. Il réparait des humiliations passées, il faisait un travail de mémoire. Ici se trouve un deuxième malentendu. En politique, il est d'usage de désirer la guerre comme moyen pour parvenir à la paix. Comme le dit l'adage de Végès, qui veut la paix prépare la guerre. Autrement dit, un État politique classique ne fait pas de la guerre une finalité, mais d'un moyen pour obtenir une paix plus avantageuse. Or, chez les fascistes, la guerre n'est pas un moyen, elle est une fin en soi. Il faut faire la guerre, car elle est l'expression de notre vie, de notre volonté de puissance, pour reprendre l'expression de Nietzsche. C'est la paix, au contraire, qui est un moyen pour préparer la guerre. Par exemple, par une politique autarcique, comme on l'a vu dans le premier épisode. Paix et guerre sont donc discrètement inversées dans le modèle politique fasciste. Cette inversion explique pourquoi la politique fasciste présente tant de ressemblances avec la politique réelle, tout en n'y appartenant pas réellement.
Pour les dictateurs neutralistes, comme Franco et Salazar, Mussolini commet une erreur absolument incompréhensible. Pourquoi diantre se lancer dans une guerre qu'il est sûr de perdre? Et quand bien même serait-il dans le camp des vainqueurs, comment peut-il ne pas voir qu'il sera satellisé par l'Allemagne? La réponse est toute simple. Mussolini doit faire la guerre, parce que chez les fascistes, la guerre ne fait qu'un avec la vie. On a coutume de dire que l'alliance avec Hitler était la pire erreur des fascistes. Mais l'erreur aurait tout aussi bien pu être une guerre contre Hitler, du côté des Alliés. L'important pour Mussolini était de faire une guerre où Hitler participait, avec ou contre lui. C'est parce qu'il est jaloux de Hitler. Là où les vivants ne cherchent qu'à étendre leur volonté de puissance, la jalousie est l'air qu'ils respirent tous les jours. Et dans le cas de Mussolini, cette jalousie prit des proportions tout à fait considérables. Hitler persécute ses juifs, et Mussolini se sent obligé de discriminer les siens. Hitler envahit l'Autriche, et Mussolini déferle sur l'Albanie. Et quand Hitler se lance dans la Seconde Guerre mondiale, et qu'il y écrase la grande armée française, Mussolini a les plus grandes difficultés à calmer la tempête qui se joue en lui. Il veut faire la guerre et se couvrir de gloire lui aussi. Mais il ne le peut pas puisque son armée n'est pas prête. Se joue alors dans son âme le duel entre le politique et le fasciste. S'il n'intervient pas, s'il fait montre de prudence, alors cela signifierait avouer à demi-mot qu'il n'est pas aussi puissant qu'il le clame. Voilà la hantise du fasciste authentique. Voilà ce qui le remplit de terreur. Le fasciste peut supporter la douleur, la faim, la haine ou la misère, mais d'être regardé comme un faible, d'être rangé dans la catégorie infamante des faibles, ça il ne le supporte pas. Dans un monde où la guerre est la finalité de la politique, la victoire a moins de prix que le combat lui-même. Il est préférable de combattre et de périr, plutôt que de se cacher et de survivre. Ne pas faire la guerre, c'est s'attirer un mépris si bas qu'il ne pourra être racheté que par un suicide. Voilà pourquoi il se jeta dans ce conflit absurde, où il abandonna la totalité de son empire africain et méditerranéen, et où son propre territoire fut occupé. Ainsi a-t-il perdu la deuxième condition du consensus politique en Italie. On pourrait mal me comprendre, et supposer que je fais un plaidoyer pour une politique assujettie à des principes moraux. En fait, c'est pas vraiment ce que je veux dire. Le temps de Mussolini est bien loin. Nous vivons aujourd'hui dans un monde gorgé de morale. Lorsque j'écoute les débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui, je me demande souvent si c'est bien de politique dont il est question, ou bien plutôt de morale, et encore une morale de comptoir. En fait, en politique, il arrive fréquemment que certaines situations exigent de la force, du cynisme, ou au moins de la stratégie, comme l'avait remarqué un autre Italien très célèbre, Nicolas Machiavel. Le défaut des fascistes, et surtout celui de Mussolini, est de confondre le cynisme machiavélien avec le cynisme nietzschéen, qui sont deux types de cynisme fort distincts l'un de l'autre. Dans la politique classique, on utilise la force et la ruse, en effet, pour terrasser un ennemi mortel, pour réparer un honneur, pour protéger la nation ou pour assurer sa subsistance. Jamais on n'utilise la force pour la simple jouissance qu'elle procure. Jamais on n'utilise la force pour elle-même. Le fascisme, qui est l'usage de la force pour la force, était une idéologie en creux, et Mussolini finit par s'en apercevoir quand il voulut en renforcer les caractéristiques totalitaires. C'est pour tourner la puissance vers un but que Mussolini restructure le fascisme autour du socialisme. En effet, le socialisme est un objectif positif pour le révolutionnaire, et cela lui permettrait, pense-t-il, de conserver le dernier gain politique encore en sa possession, l'intégration des masses. Mais cette tentative n'aboutira pas. Au final, lui qui voulait que les Italiens fussent des hommes nouveaux, il doit se rendre à l'évidence. Les Italiens ne sont pas devenus ces hommes nouveaux. Ils sont restés bloqués sur le modèle ancien. Si la guerre est perdue, c'est de leur faute, c'est qu'ils sont des faibles, indignes de la haute destinée que l'État fasciste leur avait rendue accessible. Les Italiens ne sont que des personnages archaïques qui ont freiné le surhomme dans son évolution spirituelle. Ils sont, selon sa propre expression, des Vendéens qui empêchent le peuple de poursuivre sa marche révolutionnaire et qu'il faut purger dans le sang. Ainsi Mussolini laissa-t-il échapper la troisième condition qui avait permis le consensus italien. Ce que nous apprend cette tragédie, c'est que les hommes sans morale, je veux dire les athées au sens nietzschéen du terme, tout en ayant une ressemblance frappante avec les autres dictateurs, s'accoutument très mal des règles de la véritable politique, où l'on recherche d'abord la stabilité,
l'apaisement et la longévité. Car pour les fascistes, la force est l'étalon pour toutes les mesures, le gain cherché dans tout calcul, le critère de toute estime, l'objet ultime de la politique. Alors que le totalitarisme nazi était le seul danger qui pesait vraiment sur la société italienne, le seul danger dont il fallut vraiment tenir compte en 1940, et qui aurait justifié, lui pour le coup, l'usage de la force, par malheur, il fut aussi le seul danger que Mussolini ne perçut pas, qu'il ne comprit pas, simplement parce qu'il était trop occupé à sa jalousie. Le prix de cette erreur fut cette même guerre civile qu'il avait voulu empêcher 20 ans plus tôt. Il employa alors toutes les armes, toutes les balles, tous les poteaux et toutes les cordes en Italie à prouver combien le fascisme n'appartenait pas au peuple, combien ce mirage d'héroïsme et de virilité était l'antithèse du peuple, le pire ennemi du peuple, ce par quoi devait sombrer l'Italie et son peuple. Voilà ce que cachait l'étoffe de Benito Mussolini.